Allez, on vous parle à présent de Ant Group. C'est la filiale financière d'Alibaba qui vient de lancer son processus d'introduction en bourse sur le marché chinois. C'est donc une fintech chinoise, certes totalement inconnue chez nous en France, mais qui serait valorisée, tenez-vous bien, 250 milliards de dollars. C'est 3 fois le poids boursier de Total. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Cette IPO, comme on dit en anglais, donc de Ant Group, plateforme, il faut expliquer, de distribution de services financiers au sens large, de télépaiement, de paiement avec smartphone, s'annonce comme la plus grosse levée de fonds dans l'histoire boursière, 30 milliards de dollars. La fintech la mieux valorisée du monde, monstre dans le domaine des paiements mobiles, des produits financiers. Les chiffres donnent le tournis, 1 milliard de clients. 1 milliard de clients, effectivement, dénombrés. Bon, après, vous savez, sur ces chiffres-là, dans les opérateurs technologiques, on va dire que on compte tout le monde, mais on dénombre tout de même, comme utilisateurs actifs, plus de 700 millions par mois. Donc c'est effectivement colossal. Mais forcément, quand on s'appuie sur un pays aussi vaste et aussi nombreux en fait que l'est la Chine, c'est-à-dire 1,4 milliard d'habitants, mais forcément vous avez un marché intérieur qui est énorme. Donc effectivement, pour les acteurs technologiques qui savent collecter de la donnée, c'est du pain béni. Et je rappellerai simplement que cette filiale-là, l'essentiel de son activité, c'est distribuer des produits financiers, des produits d'assurance, et essentiellement qu'elle conçoit essentiellement à travers toute l'intelligence artificielle qu'elle peut développer grâce aux données qu'elle collecte sur un marché colossal. Ouais. Quel signal envoie Ant Group justement en cherchant à avoir cette double cotation en Chine entre Shanghai et Hong Kong et de ne pas aller comme sa maison mère Alibaba à Wall Street? Alors, il y a plein de messages. Donc, on va prendre le temps de les décortiquer. D'abord, effectivement, un symbole, c'est-à-dire qu'il y a une double cotation, une à Shanghai, une à Hong Kong. D'une certaine manière, ça marque, et c'est intéressant parce que c'est quand même un dossier très géopolitique finalement, surtout au moment où ça se passe, dans une forme de lutte pour l'hégémonie numérique au niveau mondial, entre les États-Unis et la Chine. Malheureusement, l'Europe compte les points, on peut encore le déplorer, mais bon, on va dire que le premier symbole, il est là, c'est une forme de renaissance pour la place de Hong Kong, et il faut voir à travers ça probablement les velléités chinoises de reprendre la main sur le sujet Hong Kong, qui est un sujet compliqué pour eux au cours des derniers mois. Donc d'une certaine manière, le message qu'ils donnent aux Hongkongais, c'est que certes, peut-être que vous allez perdre une partie de leur liberté en vous affiliant à nous, mais en cela, nous allons finalement donner un avenir plus conséquent à la place de Hong Kong, en privilégiant à partir de maintenant cette place comme une place financière de référence, plutôt que, alors que jusqu'à maintenant, effectivement, elle avait été délaissée au profit des places financières américaines, notamment celle de New York. Donc il y a probablement, mais comme souvent en Chine, un symbole politique derrière cela, à savoir un message donné. Hong Kong, enfin la Chine souhaite que Hong Kong reste une place financière de référence et s'appuiera dessus, probablement à l'avenir, alors que ce n'était pas le cas au cours des derniers mois, pour asseoir son levier financier. Il y a peut-être aussi la stratégie de Pékin qui consiste à damer un peu le pion à Wall Street sur les valeurs de la tech, sur l'e-commerce, sur le numérique aussi. Il y a ce message-là qui est envoyé. Mais c'est tout le sujet. On prépare la guerre froide. La guerre froide qui n'est plus une guerre froide autour du spatial, etc., ou de l'armement, mais autour en fait de l'armement numérique. Et évidemment, la Chine et Pékin ne peuvent pas se satisfaire, et ça participe d'ailleurs d'une stratégie très claire, de volonté d'asseoir en tout cas une forme d'indépendance numérique, si ce n'est une hégémonie numérique, et pour cela ne peut pas être dépendante de la place financière américaine. Surtout au regard de, vous l'avez bien vu, la crise sanitaire l'avait un petit peu mis sous les ténoirs, mais très vite, le sujet de la techno et de la propriété intellectuelle autour de la techno et du numérique. On l'a vu avec le dossier TikTok cet été. Bien évidemment. Et donc forcément, encore plus quand vous êtes dans un temps long, comme les Chinois, évidemment, ils ne peuvent pas rester les bras ballants, et cette notion de dépendance vis-à-vis des Américains leur est insupportable. Surtout qu'elle leur est d'autant plus insupportable au-delà du moral, c'est-à-dire que techniquement, ça pourrait en fait mettre en difficulté leur stratégie de poursuite du développement qui doit les amener d'ici une petite dizaine d'années à prendre le leadership aux États-Unis en tant que première puissance économique mondiale. Donc c'est trop important pour ne pas mobiliser tous les leviers de l'autonomie. L'émancipation de la Chine, elle passe par là, et probablement Hong Kong aura la jouer, probablement différent. Alors il faudra voir si les Hongkongais sont d'accord, ils sont prêts à bénéficier en fait de ce rôle-là, mais au détriment de leur liberté individuelle. Ça, c'était un sujet en fait d'importance au cours des derniers mois. On le disait, Pierre, Ant Group, énorme machine à cash, introduction en bourse record, enfin encore une fois, valorisée
250 milliards de dollars, c'est quasiment 20 fois le poids boursier de la Société Générale. On se dit que les géants de la finance peuvent trembler face à un groupe comme ça. Alors, plusieurs interprétations possibles. Déjà, effectivement, alors il y a une question de symbole, à savoir l'IPO, c'est-à-dire l'introduction en bourse la plus importante. Bon, ça remplacerait ou ça battrait Saudi Aramco, c'était 29,5 milliards. Donc il est probable qu'on aille jusqu'à 30 milliards parce que symboliquement, voilà, c'est toujours intéressant de dire qu'on était sur la première. Par contre, en termes de valorisation, vous avez raison, on tourne autour de 225-250 milliards de dollars. Et on parle de placement financier. Et bien sûr, et par rapport à ça, effectivement, alors vous comparez à la Société Générale, malheureusement, j'ai de la peine à le dire, mais bon, c'est pas forcément le bon comparable. Allons plutôt comparer aux banques américaines. Effectivement, ça placerait cette entité comme la deuxième banque, enfin en tout cas au niveau de Bank of America. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, ça serait là en termes de valeur boursière gérer une société qui serait valorisée. Il n'y aurait que JP Morgan en réalité aux États-Unis qui serait valorisé plus que Ant Group. Donc effectivement, ça pose les jalons d'un mastodonte des produits financiers. Alors on doit y lire deux choses. N'est-ce pas un peu trop tout de même? C'est-à-dire que ça nous donne un message sur les niveaux de valorisation actuels. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur des niveaux de valorisation qui sont quand même très très optimistes. Donc, on peut se demander si cette valorisation, et comme ça a souvent été le cas en fait lors des introductions en bourse, si on n'est pas sur un niveau qui est un peu trop élevé, un peu trop optimiste. Surtout quand même que une partie de la stratégie de développement d'Alibaba, elle repose sur pas simplement le marché chinois, mais sur des velléités d'aller sur d'autres marchés. Ouais. On parle de l'Inde, on parle des Philippines, etc. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours des derniers mois, la position des Indiens, notamment vis-à-vis de la Chine, s'est tendue. C'est un peu durci. Ouais. Il y a eu un petit conflit pour des questions en fait de territoire, et qui fait que l'Inde a plutôt pris le parti des États-Unis, ce qui fait qu'il y a quand même une partie. Exactement, mais et entre autres, il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est clairement dans cette dualité États-Unis-Chine, on va dire que la Chine a perdu un allié qui était l'Inde. Donc, vu qu'une partie de la stratégie de développement d'Alibaba, c'est justement asseoir d'abord son hégémonie et essentiellement sur les pays qui font partie de la même région, du même continent, donc à savoir le continent asiatique, il faudra faire attention quand même parce que c'est pas gagné, parce que les États-Unis, à travers Donald Trump en tout cas, ont clairement posé la voie d'une dualité qui pourrait se transformer en conflit géopolitique qui permettrait ou qui pourrait mettre en difficulté le plan de développement en fait d'Alibaba et du coup par construction du coup dans le groupe également. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point tout de même, c'est que on n'est pas à l'abri de risques réglementaires encore plus brutaux, puisque là vous avez vu le sujet de la techno est un sujet tellement important aujourd'hui en termes économiques que des pays comme les États-Unis laisseront pas la Chine tranquillement continuer à se développer dans ces proportions-là. Donc, je dirais qu'en termes de message, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hong Kong devient une place financière de référence et va servir à cela pour les Chinois à l'avenir. Donc, ça lui donne un avenir plus rose que ce qu'on pouvait anticiper au cours des derniers mois. En termes de valorisation, c'était le bon moment. Ça nous dit aussi que les marchés sont super chauds quand même. On valorise très très bien les dossiers. D'autant plus sur un sujet techno qui est aujourd'hui au top du top. Historiquement, voilà, n'a jamais été aussi bien valorisé, en dépit de risques qui commencent à pointer le bout de leur nez, à savoir un risque réglementaire, voire même un risque d'interdiction d'exercice dans le conflit larvé qui existe entre les États-Unis et la Chine. Donc un très beau dossier, plein de symboles. Ouais. Et puis si on prend encore plus de recul, on se dit qu'on a souvent vu la Chine comme le spécialiste du low cost, de la copie, de la contrefaçon. On se disait, ouais, la Chine c'est l'usine du monde, mais c'est plus ça la réalité. On le voit bien avec Ant Group et même avec d'autres. Ce sont aussi des champions d'innovation et on se dit que la menace entre guillemets chinoise a peut-être changé de nature. C'est sûr, mais complètement. Alors il y a une forme de suffisance. Évidemment, il y a une forme de suffisance des Occidentaux, et c'est d'ailleurs une grave erreur, souvent stratégiquement. Il y a une forme de suffisance à croire que les Chinois, bien sûr, ils ont commencé par ça, ils ont commencé par être l'atelier du monde, mais ça fait bien longtemps qu'ils ne le sont pas, en tout cas qu'ils se donnent les moyens. Et puis on le voit avec Huawei, la 5G. Et bien sûr, et qui effectivement avec une position dominante au niveau mondial aujourd'hui, même s'il y a un certain nombre de sujets qui sont remis en cause et remis en question
par un certain nombre de pays. Mais la réalité, elle est là, c'est que sans en parler, sans le dire, progressivement, c'est devenu l'alternative aux États-Unis aujourd'hui en termes de technologie. Il n'y a que deux poids, il n'y a que deux mastodontes, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. Et pour vous dire à quel point, et sachez que les Américains sont, enfin, vous le savez aussi bien que moi, sont d'un pragmatisme extrême. Si les Américains sont aussi virulents sur le sujet de la techno, de la production, c'est qu'ils ont compris que l'outsider pouvait dépasser le leader. Mais ce n'est plus un outsider, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un concurrent légitime, et donc maintenant, toutes les armes sont bonnes. Et c'est pour ça que Trump leur met des bâtons dans les roues, parce que cette nouvelle Chine qui est axée aussi sur la tech, nous Européens, on voit passer les wagons, là on reste à quel hein? Tant qu'on n'aura pas compris que dans un monde aussi tendu, on ne peut plus se permettre d'avoir un degré de dépendance trop important vis-à-vis de l'extérieur, en tout cas vis-à-vis de pays dont les objectifs ne sont pas définis par nos populations, il est évident que l'Europe est en danger économique. C'est-à-dire que c'est un danger de dépendance, c'est le plus grave en général. Donc malheureusement, il faut le déplorer. Alors simplement pour revenir sur la validité de Trump, il y a un double aspect chez Trump qui fait qu'il attaque les Chinois. C'est il y a un aspect réel, à savoir c'est un concurrent légitime qui risque de lui piquer des parts de marché et à terme une partie de la valeur ajoutée dont bénéficient les Américains, et de l'autre, c'est quand même le moment est quand même choisi, à savoir la proximité d'une élection américaine, et vous savez que Trump historiquement assoit sa légitimité sur sa posture de premier défenseur des Américains, et pour ça il a besoin d'amis. Et évidemment la Chine, notamment à travers sa habilité d'hégémonie numérique, sur lequel on peut aller très loin, puisqu'on peut parler de Big Brother, la donnée, on peut parler presque d'ingérence sur ce sujet-là. C'est finalement le bouc émissaire parfait pour Trump, pour qu'il tape, pour essayer d'asseoir et de convaincre les Américains qu'il est la bonne personne pour les défendre. Ouais. Et Ant Group, c'est un nouvel ennemi pour Donald Trump, encore qu'ils ne sont pas aux États-Unis. Donc voilà, TikTok est utilisé par beaucoup d'ados américains. Mais voilà, on voulait vous parler de Ant Group, cette filiale financière d'Alibaba, cette fintech qui est en route vers une introduction en bourse record. Vous le disiez, Pierre, l'équivalent en poids boursier de la deuxième banque américaine. Ça en dit long. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci, bye.